Donc, bonjour Étienne Klein, je vous remercie de répondre à quelques questions pour le magazine en ligne Slow Class et pour le site Le Chêne Parlant. Donc, vous êtes directeur de recherche au CEA. Toutes les semaines, vous faites une émission sur France Culture où un sujet différent est abordé en rapport avec la science, une conversation scientifique. Vous avez écrit donc Le petit voyage dans le monde des cantas. Vous voyez, j'ai ramené votre bibliographie, enfin, une partie, parce que les tactiques de Chronos, et il était cette fois la révolution. Ce que j'ai ramené. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qui lient l'art et la science, tout en sachant que c'est très différent. Puisque la science, il y a toute une démarche scientifique avec des preuves, des démonstrations à apporter. Et l'art, c'est au départ une imitation de la nature. Et petit à petit, ça s'est transformé, ça s'ajoute à la nature, nous dit Yves Michaud. C'est un supplément, c'est quelque chose qui augmente. Donc c'est ça qui est intéressant parce que dans la science également, c'est quelque chose qui augmente. Parce que est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un art de la science quand on voit par exemple Einstein chevaucher un rayon de lumière, là il fait rentrer autre chose que tout ce qui est complètement objectif, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre à la place de l'objet qu'il étudie. Et il y a une sorte de style d'art qui est employé ici. Alors est-ce qu'il y aurait un style scientifique? Il y a une démarche scientifique qui évolue d'ailleurs au gré des avancées de la science, elle n'est pas fixée a priori. Dans le cas d'Einstein, il reprend des choses qui étaient déjà pratiquées par Galilée, c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est pas une expérience mentale, on fait l'effort de penser, c'est en fait une expérience qu'on imagine, on se met dans des conditions qu'on ne peut pas réaliser en laboratoire, on les pense, et on regarde dans ces conditions ce que donnerait telle idée ou telle théorie si on pouvait l'appliquer à cette situation. Et Einstein a fait ça en effet à plusieurs reprises, par exemple en imaginant qu'il était à cheval sur un rayon de lumière, il verrait donc que la lumière est immobile par rapport à lui. Or la lumière n'existe qu'en déplacement. On n'a jamais vu de photon immobile, donc il a vu là une sorte de contradiction qui va le mener un peu plus tard à une nouvelle théorie de l'espace et du temps, la relativité restreinte. Puis un peu plus tard, il va s'imaginer en chute libre, et il va comprendre que s'il est en chute libre, alors tout se passe comme si son poids n'existait pas, puisqu'il tombe du fait de son poids, mais en tombant, les objets qui tombent avec lui tombent comme lui, puisque tous les objets tombent à la même vitesse, donc par rapport à lui, les objets qui tombent sont en apesanteur. Donc la cause de sa chute, qui est son poids, est annulée par sa chute. Et voilà, c'est en réfléchissant comme ça dans ces expériences dites de pensée qu'Einstein pratique une sorte d'art, en effet, qui est l'art de formuler des expériences de pensée qui permettent d'interroger les principes sur lesquels la physique se fonde. Et au besoin, si les expériences de pensée conduisent à des situations vraiment absurdes, de remettre en cause les principes. Donc il y a de l'art dans la science, il y a aussi de la pensée dans l'art, et le fait que le scientifique utilise son imaginaire et le fait que l'artiste utilise sa pensée pourrait faire croire qu'en fait la science et l'art c'est à peu près la même chose, ils ont exploré par des voies différentes. Et moi je pense que si on veut bien penser l'art et la science, il faut commencer par les séparer. Il faut par dire la science c'est la science, l'art c'est l'art. Et ensuite de les faire dialoguer. Mais on ne peut vraiment penser leurs liens mutuels qui existent que si on a commencé par les séparer. Et séparer deux choses n'est pas synonyme de les opposer. Quand je dis que je les sépare, je ne dis pas que je les oppose. La science n'est pas le contraire de l'art, mais elle est différente de l'art. Et c'est ces différences qu'il faut penser. Par exemple, quand on dit que l'art s'ajoute à la nature. D'abord, la nature n'est pas donnée d'emblée. D'ailleurs, la science vise à la connaître. Et si elle vise à la connaître, c'est qu'elle considère que les impressions que nous avons, les sensations, et même les observations que nous pouvons faire nous trompent. Que finalement, les lois de la nature sont peut-être cachées dans des phénomènes qui nous sont habituels et qui en même temps les masquent, ces lois, ou bien les travestissent.
De sorte qu'il faut aller les chercher. Et aller les chercher, ça veut dire en passer par un dédoublement du réel. Il y a le réel donné immédiatement, mais il y a aussi un détournement que nous pouvons faire, une sorte de second monde qu'on peut construire, qui est le monde de la formalisation des mathématiques pour le physicien. Il y a des lois qui s'expriment sous forme mathématique. Et donc on fait un saut par-dessus le réel pour rejoindre l'abstraction. Et ce saut, cette émancipation étant accomplie, on revient dans le réel pour voir le réel empirique, pour voir si les lois qu'on a construites dans l'abstraction s'appliquent au réel empirique. Et donc, en science aussi, il y a une sorte de dédoublement. Il y a l'idée qu'on ajoute quelque chose à la nature, et ce qu'on ajoute, ce sont les ingrédients qui permettent de la comprendre. Alors peut-être la différence, et ce dont vous parliez, c'est un concept fort intéressant. Vous parlez de treuil ontologique, c'est-à-dire cette capacité qu'a la science d'anticiper des phénomènes qui sont observés par la suite. Ben, moi, c'est ce qui me fascine avec la physique, hein. C'est que justement, par ce détournement dont j'ai parlé, par cette espèce d'émancipation à l'égard du réel donné par le biais du formalisme, on devient capable de dire qu'il existe dans le réel des choses qu'on n'a pas vues et que l'expérience permet de révéler. Donc, par exemple, pour ce qui est de la physique, le photon, par exemple les quarks, qui sont les constituants des noyaux, par exemple le boson de Higgs, ce sont des choses que des calculs ont permis par la suite de détecter grâce à des expériences, mais qu'on n'aurait pas pu voir si on en était resté à une observation directe. Et ça, c'est quand même fascinant parce qu'en effet, ça veut dire que les mathématiques en physique agissent comme un treuil ontologique, c'est-à-dire elles permettent d'extraire du réel des choses qui y sont, mais que nos sens, laissés à eux-mêmes, sont absolument incapables de voir. C'est ça qui est quand même intéressant. Et en même temps, il y a quand même aussi une forme de ressenti, là qui se rapproche plus de l'art. C'est-à-dire que des personnes comme Einstein, sur lesquelles je travaillais beaucoup en ce moment, font des liens par le fait qu'il ait travaillé au niveau des brevets. Ça lui a peut-être permis de faire des liens sur des choses totalement différentes et à partir de ces liens, de le transformer et d'en faire quelque chose de nouveau, un objet nouveau. Oui, ça veut dire qu'il y a une sorte de dialectique entre la raison et puis l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un scientifique, c'est pas quelqu'un qui est objectif. Personne n'est objectif. Donc l'objectivité de la science, elle se construit non pas grâce à l'objectivité de ceux qui la font, mais par le fait qu'il y a des discussions, il y a des controverses parfois, et que ces discussions ayant eu lieu, alimentées par de nouvelles expériences, de nouveaux arguments, etc., aboutissent à ce qu'un jour la controverse cesse et tout le monde est d'accord. Et donc l'objectivité de la science, elle relève plutôt d'une objectivation que d'une qualité particulière qui qu'auraient les scientifiques d'être plus objectifs que les autres. Personne n'est objectif. Et je pense que les artistes, eux, sont des personnes qui mettent en avant, comme une sorte de principe créatif, leur subjectivité, et ils n'ont pas souci de pratiquer l'objectivité. Simplement, l'art aussi révèle une forme d'objectivation, c'est-à-dire qu'elle donne à voir des choses qui ne sont pas la nature elle-même, mais une forme de travail autour d'elle, qui nous font voir quelque chose de la nature que nous n'avions pas vu avant que les œuvres en question nous les révèlent. Donc là aussi, il y a un parallèle. Et d'ailleurs, on ne demande pas à l'art de révéler la nature. On lui demande plutôt de provoquer en nous des émotions, des sensations qui vont ensuite rejaillir sur notre propre rapport à la nature, à nous-mêmes, à notre imaginaire, à notre vision, et donc nous révéler des choses entre guillemets qui ne sont pas forcément réelles, mais qui font partie de notre perception du monde. Et disons, ce qui les rejoint tous les deux, c'est de donner à penser. Ben, le scientifique, il n'a pas pour ambition seulement de donner à penser. Moi, je pense qu'il a aussi pour ambition, alors là, je reprends les mots d'Einstein, de dire ce qui est, de révéler le réel. Alors, il ne s'agit pas forcément de dire, voilà, le réel, c'est ça.
et de le poser comme ça, comme un objet qu'on pose sur une table. Mais il s'agit de devenir capable de toucher le réel, de toucher le réel. Pas de le décrire, c'est sans doute trop ambitieux, mais de le toucher, c'est-à-dire, oui,